Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite conférence sur le FinOps et comment allier performance économique et opérationnelle. Je commence par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Armand Cadet, je suis ingénieur FinOps à Gecko. J'ai démarré mon parcours FinOps en 2018 à Oui SNCF et j'ai rejoint Gecko en 2019. Je suis accompagné par Jean-Pierre Duval, qui est responsable FinOps à Swiss Life depuis 2020 et qui est aussi responsable de la gouvernance IT depuis 2016. Et il aura l'occasion de parler un peu plus tard dans cette conférence. Je vais axer la présentation en deux points principaux. Tout d'abord, expliquer assez brièvement ce que sont les FinOps et pourquoi c'est important dans le cloud aujourd'hui. Et enfin, en deuxième partie, nous allons voir comment les FinOps ont pu aider Swiss Life durant leurs opérations de Move to Cloud. Tout d'abord, pour comprendre un peu pourquoi sont apparus les FinOps, il faut remonter à la genèse, en quelque sorte, de chaque parcours cloud, en tout cas dans notre expérience, puisque une des promesses du cloud, c'est un paiement à la demande. C'est-à-dire même un paiement à l'utilisation et même dans certaines définitions, un paiement des ressources en fonction du besoin qu'on a à un instant T. C'est-à-dire finalement une capacité d'infrastructure qui est élastique et adaptée aux besoins, adaptée à la demande applicative. Cette promesse, donc on voit qu'on ne promet pas directement un coût moindre par rapport à de l'IT plus classique, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on pourrait espérer par rapport à un fonctionnement data center où on a une capacité qui est achetée à l'avance et qui est fixe dans le temps. Malheureusement, trop souvent, la capacité cloud provisionnée, en tout cas en premier lieu, elle reprend un petit peu celle d'un data center classique, alors pour beaucoup de raisons qu'on verra juste après, mais et c'est d'autant plus vrai dans le cas d'un move to cloud, ce qui a pour effet en fait, en tout cas souvent le sentiment qui ressort de ça, c'est que le cloud ne répond pas à ses promesses. Il y a un manque d'élasticité, il y a une déception, que ce soit des équipes opérationnelles, du business, des équipes achats. Et finalement, il y a un manque d'adhésion dans ce processus de move to cloud, en tout cas de certaines fonctions de l'entreprise. Alors pourquoi on voit ça? Il y a quelques bonnes raisons, je dirais, mais aussi pas mal de moins bonnes. Je vais pas toutes les lister, mais il y en a quelques-unes sur la droite ici. Et par exemple, on entend souvent, on garde nos VM allumées juste au cas où on en aurait besoin. Ou alors on n'est pas habitué à éteindre nos machines virtuelles. Dans data center classique, on n'a jamais éteint une machine virtuelle lorsqu'on n'en avait pas besoin. Et donc finalement, ça c'est juste des habitudes à prendre, jusqu'à des raisons, on va dire plus opérationnelles et peut-être plus justifiées dans certains cas. Par exemple, tout en bas, quand les applications ne sont pas écrites pour être élastiques, forcément là, ça va demander un travail beaucoup plus important si on souhaite bénéficier de l'intégralité des promesses du cloud. Mais voilà, donc finalement, une fois qu'on comprend un peu cet enjeu, c'est là que il faut commencer à se donner les outils nécessaires afin de surmonter tous ces challenges qu'on vient juste de voir. Et c'est justement là qu'entrent en jeu les FinOps, puisque c'est une approche cadrée de la gouvernance des dépenses dans le cloud. Tout simplement, c'est un principe fondamental qui est avant tout de donner de la visibilité sur la consommation cloud à toutes les parties prenantes, donc sur quelle est la consommation selon différentes métriques. Et ensuite, une fois qu'on a donné cette visibilité, seulement dans un second temps, c'est d'optimiser cette consommation cloud en réalisant de bons compromis. Et c'est toujours une histoire de compromis. On va pas éteindre toutes les machines ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'idée, c'est de donner de la visibilité pour informer des décisions et optimiser dans un second temps notre utilisation du cloud. Pour un peu démystifier ça, on identifie trois axes principaux. Donc, le premier, sur lequel on va revenir juste après, c'est les optimisations pures et dures de l'infrastructure. Acheter moins, consommer mieux, dépenser moins. Ensuite, il y a justement le nerf de la guerre, l'apport d'informations
concernant les coûts cloud à toutes les parties prenantes et l'explication de ces coûts, puisque c'est pas quelque chose qui est forcément facile à appréhender. Donc, c'est bien de les montrer, mais il faut aussi savoir les expliquer. Et enfin, la promotion d'une culture de contrôle des coûts au sein des équipes opérationnelles et plus généralement au sein de toute l'entreprise. Et cette promotion, c'est la clé de la réussite d'une politique FinOps. Vraiment, on ne peut pas passer outre ça. Et on va le voir plus en détail juste après. Donc justement, sur ces optimisations d'infrastructure, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, on en identifie 4 grandes catégories qui sont tout d'abord donc acheter moins, c'est-à-dire éteindre les ressources qui ne servent pas. Par exemple, les machines virtuelles qui ont été déployées pour un POC, on peut les éteindre une fois que le POC est terminé, et parfois on oublie. Consommer mieux, on va parler ici de right sizing, donc dimensionner les ressources en fonction de l'utilisation qu'on en fait et de pas prendre de la surcapacité parce qu'on aurait peur de manquer, alors qu'en fait on est dans un contexte cloud où la capacité est entre guillemets quasiment illimitée. Faire du scheduling, donc éteindre ces environnements par exemple hors production lorsqu'on les utilise pas, ou faire du tiering, donc par exemple stockage chaud, froid, c'est très facile à faire dans le cloud, mais on n'a pas forcément l'habitude d'appréhender ça comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez rapidement et qui va nous permettre d'optimiser les coûts. Et enfin, payer moins. Là, on va rentrer dans tout ce qui est engagement, réservation, savings plan sur AWS et les discounts de volume. Donc, plus on achète, plus on a de discounts globalement. Et ces trois blocs-là, c'est ce qu'on appelle à Gecko les quick wins. C'est en général là-dessus qu'on va pouvoir débloquer les premières économies, les premières réductions, les premières optimisations de l'infrastructure et en général assez rapidement. En tout cas, les premières actions dans ces 3 boîtes-là vont être débloquables assez rapidement et on le verra dans un cas concret juste après. À côté de ça, il y a des actions un peu plus structurelles qui est en fait adapter globalement l'architecture de ces applications à un fonctionnement cloud natif. Donc, par exemple, lorsqu'on va designer une API, aller plutôt vers des fonctions serverless que des machines virtuelles classiques, c'est une décision qu'il faut prendre assez tôt en général dans le développement et c'est quelque chose qu'on va avoir un peu de mal à changer une fois que notre application est 100% développée. Et pour autant, prendre cette décision au bon moment, ça va nous permettre de bénéficier de beaucoup d'avantages du cloud et potentiellement de dégager de grosses optimisations suite à cette décision. Sur AWS, donc on va retrouver Aurora pour les bases de données managées par AWS ou RDS en version un peu plus classique, l'utilisation des instances Spot qui sont des instances à bas coût, de manière générale les services managés, etc., etc. Donc voilà, vraiment 2 catégories, les gains rapides qu'on peut enclencher, quelle que soit finalement l'architecture de l'application, et enfin les actions plus structurelles à enclencher en général dans un second temps ou dans une politique plus générale de changement dans l'entreprise. Et pour placer un petit peu ça sur une frise chronologique, alors qui est une frise chronologique classique, tout le monde n'a pas la même, mais ça donne une bonne idée. En tout cas, c'est notre expérience à Gecko. Quand on souhaite tout de suite optimiser sa consommation cloud, on peut instantanément engager mettre en place de l'engagement. Puisque tant qu'on sait qu'on ne va pas arrêter sa consommation cloud dans les prochains mois, c'est toujours intéressant de s'engager, pas forcément sur la totalité du périmètre, puisque par exemple, si on dégage des optimisations par ailleurs et qu'on éteint une partie des machines ou une partie des ressources, il ne faut pas s'être engagé sur cette consommation qui n'existera plus après. Mais on peut s'engager sur une petite partie qui nous permet déjà instantanément de dégager quelques économies et en général entre 5 et 10% dans notre expérience chez nos clients. Une fois qu'on a dégagé ces premières économies, on va pouvoir lancer la phase d'acheter moins. Donc, suppression des ressources inutilisées. Ça peut passer par du management de sandbox. On voit souvent des sandbox qui sont créés pour les équipes opérationnelles pour permettre cette adhésion au cloud qui est très importante, permettre de développer sans limite sur le cloud. Pour autant, c'est des ressources qui sont déployées manuellement, qui sont déployées dans le cadre de POC et qui sont pas toujours
éteintes lorsqu'on n'en a plus besoin. Et donc, c'est important de mettre un système de management là, derrière ça. Et là, encore, il y a 5 à 10% d'économie à travers ça. Et enfin, là où on va faire le plus d'économies, c'est sur le consommer mieux. C'est optimiser en fonction de ses besoins. Donc, le right sizing des machines virtuelles, par exemple. Donc, tout simplement, prendre seulement la quantité de compute et de RAM dont on a besoin. Resizer, donc redimensionner ces volumes de données. Mettre à jour générationnellement ces ressources, que ce soit au niveau des machines virtuelles, puisque les nouvelles générations sont non seulement plus performantes, mais aussi moins chères en général. Et pareil pour les volumes, passer d'une génération à une autre fait en général augmenter et la performance et diminuer le prix. Le storage sharing, j'en ai déjà parlé juste avant. Et dans le consommer mieux, on a aussi tout ce qui est autour plutôt du management des ressources dans le cloud plutôt que des ressources indépendantes. Donc, le scheduling, éteindre les ressources de développement, par exemple, en or non ouvré. Ça, c'est quelque chose qui va instantanément engendrer 50% d'économie sur les instances hors production si on les éteint la nuit. Convertir en mono à Z, par exemple. Ça, voilà. Et une fois qu'on a fait toutes ces optimisations et qu'on est un peu plus confiant sur, on va dire, toute la consommation qui nous reste, c'est un peu notre cœur d'infrastructure. C'est la production, c'est des choses qui sont assez fixes, qui vont pas bouger dans les prochains mois, ou en tout cas, si on est sur un move to cloud, ça va même potentiellement augmenter. Donc, une fois qu'on a fini ça, on peut réengager une lancée en fait d'engagement et ça va nous permettre de, encore une fois, faire descendre les coûts instantanément entre 5 et 10% grâce à cet engagement sur du compute, sur des bases de données. Et enfin, donc c'est voilà, vraiment, comme on le disait tout à l'heure, dans un dernier temps, modifier sa consommation du cloud de manière assez profonde, utiliser des services managés, revoir ses architectures intégralement, mais ça, c'est des choses qui vont vraiment aller plus loin et qui vont être réalisées par les équipes opérationnelles et non pas par des équipes FinOps, ou en tout cas pas directement. Mais déjà, sur toutes les premières actions Quick Win, on voit en général entre 30 et 50% d'économie, et ça, c'est très important par rapport à avant qu'on mette en place une quelconque méthodologie FinOps. Donc, savoir quels sont les leviers d'action permettant de réduire les coûts, ce n'est que le premier pas vers une infrastructure optimisée. Puisqu'en effet, un modèle organisationnel, des processus robustes sont clés au succès de la méthodologie FinOps. Puisqu'en fait, le modèle même du cloud public implique de nombreux changements par rapport au fonctionnement habituel d'un data center, on-premises en tout cas. On peut donner quelques exemples rapides au niveau, par exemple, de la prédiction des coûts sur le on-premise. On sait exactement combien va nous coûter notre infrastructure sur les quelques prochaines années, puisque c'est des investissements qu'on a fait upfront, on les amortit et on sait exactement combien ça va nous coûter quelques années à l'avance. Au contraire, le cloud, par sa construction même, les coûts varient chaque mois, chaque jour, chaque heure, et ça dépend beaucoup des choix technologiques et de l'utilisation qui est faite de l'infrastructure par les équipes opérationnelles. Alors qu'avant, l'utilisation qu'on en faisait, ça avait assez peu d'influence sur les coûts de l'infrastructure. Pareil au niveau de l'autorisation des dépenses, etc., au niveau du spend management. Avant, tout était centralisé. On avait des fonctions achats qui étaient très engagées dans le processus d'achat des infrastructures IT, etc. Aujourd'hui, dans le cloud, c'est très décentralisé. Tout le monde, toute personne qui utilise l'interface du cloud public peut potentiellement générer des coûts. À partir du moment où on peut déployer une ressource, il peut y avoir des coûts derrière. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'était vraiment pas habitué. Donc, ça va demander finalement une interaction très grande entre les différentes parties prenantes. C'est le troisième exemple, et c'est quelque chose qui n'était pas forcément nécessaire avant. À l'inverse, à l'époque, en tout cas sur un data center on-premise classique, il est assez difficile de faire ce qu'on appelle du chargeback, donc la refacturation, de vraiment identifier quel projet est responsable de quel coût, puisque c'est une infrastructure qui est
partagés, globalisés. Donc, on a beaucoup de coûts indirects. Au contraire, sur le cloud, tous les coûts sont directs. On peut identifier qui a déployé chacune des ressources, combien il nous a été facturé et pourquoi, etc. Donc, c'est vraiment un changement de mentalité très important qui demande une organisation spécifique au cloud. Maintenant qu'on sait cela, on se rend bien compte en fait de l'importance de construire un écosystème FinOps au sein de l'entreprise et non pas de considérer ça comme une fonction indépendante de toute autre considération financière ou opérationnelle. Donc, l'équipe FinOps doit non seulement inclure des représentants des équipes opérationnelles, DevOps, Product Owners, Project Managers, mais aussi les fonctions business et support, les responsables financiers, les achats. Enfin voilà, c'est vraiment très important. On va dire, c'est clé à la réussite de cette équipe FinOps, de vraiment consolider tous ces points de vue différents et toutes ces expertises différentes. Et une fois cette équipe formée, ça reste tout autant important de clairement définir les prérogatives de cette équipe, de sélectionner les sujets qu'il est important de centraliser au sein de cette équipe. Par exemple, les engagements financiers d'entreprise globaux, Enterprise Equity Agreement, Enterprise Equity Program et Enterprise Agreement, pardon. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait centralisable. Donc, pourquoi pas dédier cette responsabilité à l'équipe FinOps. À l'inverse, il y a des choses qu'il faut absolument laisser au contrôle des équipes locales, des équipes opérationnelles, comme par exemple l'implémentation des optimisations, des recommandations de l'équipe FinOps, puisque c'est les équipes opérationnelles qui restent maîtresses de leur infrastructure, quoi qu'il arrive. Et finalement, il n'y a pas ici de réponse universelle sur qu'est-ce qui doit être centralisé, qu'est-ce qui ne doit pas l'être. C'est un point d'équilibre qu'il faut trouver et qui dépend du contexte. Donc, on voit par exemple, là, il y a quelques exemples de sujets sur lesquels il est intéressant de se poser la question. Et ce point d'équilibre, il peut tout à fait évoluer dans le temps. On peut se dire qu'au début d'un move to cloud, on a une équipe FinOps qui va pas mal centraliser la compétence, puisqu'il y a assez peu d'équipes opérationnelles, ou en tout cas, il y a assez peu de ressources déployées sur le cloud, donc c'est encore gérable de faire ça de manière centralisée. Mais on voit que très vite, si on va à l'échelle, on ne peut plus centraliser la gestion des recommandations FinOps. Donc, il faut vraiment infuser dans l'entreprise une culture FinOps au sein des équipes opérationnelles qui sont maîtresses de leurs infrastructures par définition. Une fois qu'on a parlé un peu de FinOps en quelques minutes, on a introduit un peu le sujet. On va passer très rapidement sur le cas concret et c'est là que c'est très intéressant. Donc, Jean-Pierre qui m'accompagne fait partie donc du groupe Swiss Life, qui est un groupe suisse qui est le plus gros groupe d'assurance vie en Suisse et un des leaders européens de ce type de service. Pour donner quelques chiffres, en France, Swiss Life, c'est 2200 collaborateurs, 1,5 million de clients et un tiers de ces clients-là sont connectés via leur application My Swiss Life. Donc, Swiss Life a mis en place un move to cloud il y a quelques années et monitorait les coûts de manière assez simple. Donc, la facture, tout simplement, qui arrive à la fin du mois. Et au début 2020, pendant ce move to cloud, les coûts ont commencé à grimper. Donc, c'est la courbe bleue, ont commencé à grimper de manière très importante. Et la projection qu'on faisait, si on continue à tracer cette courbe, explosait un peu les prévisions de coûts cloud sur cette année. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose de grave. Ça veut dire au contraire que le move to cloud marche puisque les équipes opérationnelles déploient des ressources sur le cloud. Pour autant, une fois qu'on a un certain volume de déploiement sur le cloud, il faut s'assurer que c'est bien utilisé, qu'il n'y a pas de choses gâchées, etc. Et donc, pour étudier le plus vite possible en fait cette augmentation, Gecko est intervenu aux côtés de Jean-Pierre et des équipes opérationnelles et nous avons démarré justement les actions Quick Wins dont je parlais juste avant, au cours desquelles le move to cloud pouvait continuer sans problème. Il n'y a eu aucune interruption du move to cloud et c'était vraiment pas du tout l'objet. Et donc, on a mis en place les trois
quick win dont je parlais tout à l'heure, acheter moins, consommer mieux, payer moins. Et on voit tout de suite que à partir du moment où on a commencé à mettre en place ces optimisations, on a un décrochage de la courbe des coûts, alors que le move to cloud continue et qu'on a de plus en plus d'utilisation du cloud public, les coûts descendent ou en tout cas stagnent. Et qu'est-ce qu'on a fait donc dans ces trois leviers d'action? Qu'est-ce qu'on a mis en place exactement? Tout ça, enfin, sur l'acheter moins, c'est comme on le disait tout à l'heure, supprimer les ressources non nécessaires. Donc, c'est tout ce qui a été oublié suite à un déploiement manuel. Ce sont par exemple les snapshots qui ne sont plus d'actualité, donc qui sont trop vieux ou qui ont beaucoup de snapshots après eux. C'est aussi rationaliser, et ça c'est quelque chose qui est très important, on le voit souvent, rationaliser l'utilisation des services managés. Donc par exemple, CloudWatch, pour ne pas le citer, le service de monitoring AWS peut augmenter drastiquement en coût si on commence à lui demander très régulièrement de nous renvoyer les métriques de nos applications. Et donc parfois on a des outils tiers qui sont déployés par les équipes opérationnelles pour faire du monitoring qui sont très importants. Et par erreur de configuration ou enfin parce que tout simplement on ne leur a pas dit, hein, ces outils sont configurés pour remonter les données très fréquemment et chaque remontée de données est facturée. Et on va pouvoir voir une augmentation des coûts très importante dans le monitoring applicatif, alors que finalement on a juste affiché un dashboard. Mais c'est parce qu'on l'a fait avec un outil externe qui va récupérer les données toutes les secondes, alors que finalement on regarde les données que toutes les 5 minutes. Et donc, en rationalisant un peu cette utilisation, en informant, en donnant de la visibilité sur les coûts que ça engendre et en informant sur le pourquoi des coûts, on a pu réduire les coûts sur ce périmètre. Dans le consommer mieux, on retrouve exactement ce dont je parlais tout à l'heure, donc le scheduling des ressources hors production, le right sizing de toutes les ressources, donc sur les machines virtuelles AWS en fonction de l'utilisation de CPU, de l'utilisation RAM lorsqu'on l'a. Sur les volumes EBS, ça va être en fonction des IOPS, en fonction du throughput sur certains types de volumes. Et aussi la mise à jour générationnelle des instances. Et ça, c'est très important, donc faire passer les T2 en T3, les T3 en T3 éventuellement si c'est possible. Et à travers cette mise à jour générationnelle, non seulement on débloque, enfin, on diminue les coûts, comme je le disais tout à l'heure, mais on augmente aussi les performances opérationnelles, puisque M4 est moins performant que M5, etc., etc. Donc vraiment, on peut allier la performance économique à la performance opérationnelle à travers ce genre d'action. Pour donner un exemple, sur les volumes EBS, GP3 est 20% moins cher que GP2, sur quasiment la totalité des régions AWS, et est bien plus performant. Donc, vraiment, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Et ces deux groupes d'actions, donc acheter moins, consommer mieux, toutes les recommandations ont d'abord été identifiées par l'équipe FinOps et ensuite ont été déployées par les équipes opérationnelles, puisque c'est elles qui sont maîtresses de leur infrastructure. Mais la cible, c'est que ce ne soit plus l'équipe FinOps qui identifie ces recommandations, mais que finalement l'équipe FinOps soit responsable de donner les outils aux équipes opérationnelles, de former les équipes opérationnelles à l'utilisation de ces outils pour qu'elles puissent elles-mêmes identifier les points d'optimisation et lancer les actions elles-mêmes. Enfin, sur donc le payer moins, on a déclenché l'achat de savings plans qui sont très flexibles. Les savings plans compute, AWS, il y a vraiment pas grand-chose c'est très rapide à déployer, c'est très flexible, donc là, il n'y a pas besoin de considérer beaucoup de sujets opérationnels. Donc, c'est l'équipe FinOps qui a directement déterminé l'engagement pour le compte payeur. Une fois qu'on a mis en place ces actions, puisqu'on est dans un move to cloud et qu'on voyait que les coûts stagnaient ou diminuaient légèrement, est très vite venue la question de l'évaluation des savings qu'on a effectués. Et en fait, on se rend tout de suite compte que les coûts seuls ne sont pas une métrique suffisante pour évaluer les savings, puisqu'on est dans un move to cloud, donc de toute façon, l'utilisation du cloud change en permanence, et donc les coûts aussi, par définition du cloud. Donc, pour prendre ces variations en compte, nous avons considéré
lors de notre évaluation des savings, le volume global d'heures de VM consommées chaque mois. Et en fait, on prend les coûts globaux cloud par rapport au volume horaire, donc les coûts de tous les services, ramenés au nombre d'heures de machines virtuelles chaque mois, pour prendre un peu en compte l'utilisation qui augmente, l'utilisation du cloud qui augmente. Et une fois qu'on a ce KPI, on l'évalue mensuellement pour tout simplement avoir une idée de la performance financière de l'infrastructure cloud dans sa généralité. Et pour estimer donc les économies qu'on a réalisées, on garde la valeur de ce KPI, donc le coût global cloud par heure de machine virtuelle. On garde cette valeur-là avant toute action FinOps, donc la valeur dans notre cas de mars 2020. Et on l'utilise, puisqu'on connaît le nombre d'heures de VM chaque mois de l'année après mars 2020, on peut utiliser cette valeur-là en multipliant en fait et déduire les coûts combien aurait pu nous coûter l'infrastructure si on n'avait fait aucune action FinOps. Et on peut aussi déclencher d'autres petits ajustements. Par exemple, lorsque on fait du scheduling, on va diminuer le nombre d'heures, donc on peut enlever l'influence du scheduling dans nos calculs, etc. Mais ça, c'est des petites considérations. Et donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Tout simplement, ici, on voit sur la gauche les 2 premiers mois de l'année, les 2 février-mars 2020, avant toute action FinOps mise en place. Et on voit donc que les coûts par heure de ces deux sont tout en haut du graphique. Et on a en pointillé la valeur de mars qui est bloquée sur tout le reste de l'année. Donc celle-là, on la garde en mémoire. Et on évalue par rapport au coût réel par heure de machine virtuelle. Et on voit qu'il y a une descente très importante du coût par heure de compute de notre infrastructure. Et grâce à cette valeur de mars, on peut projeter les barres rouges, donc les coûts réels. On peut créer des coûts projetés en les multipliant simplement par cette barre en pointillé. Et en fait, on arrive à la conclusion que quand on regarde en janvier 2021, on avait une réduction par heure de compute d'environ 50% des coûts de l'infrastructure par rapport à mars 2020 et des coûts globaux de 60%. Donc, c'est-à-dire qu'en janvier 2021, on pouvait dire avec certitude qu'on avait réalisé 60% d'économies par rapport à, donc sur le mois de janvier uniquement, par rapport à si on n'avait pas fait d'action FinOps et qu'on était resté aux coûts globaux d'infrastructure de mars 2020. Et ça, c'est vraiment très, très important, puisque on le voyait tout à l'heure dans le graphique, les coûts ont stagné, mais finalement, est-ce que c'est parce que le move to cloud s'est arrêté, parce que les équipes opérationnelles avaient fini leur migration, ou est-ce que, vraiment, c'est ce type de visualisation qui va nous permettre d'évaluer les savings, et en additionnant les savings qu'on a fait chaque mois, on peut déduire l'efficacité globale de la practice FinOps dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort pour remonter ces données-là auprès de toutes les parties prenantes du cloud et démontrer que le cloud a bien su répondre à ses promesses et éviter tout ce dont je parlais au début, donc la déception en fait de certains acteurs suite au manque d'élasticité ou en tout cas à certaines problématiques qu'ils avaient relevées. Je vais arrêter de parler 2 petites secondes, je vais laisser Jean-Pierre s'exprimer juste sur son retour d'expérience sur tout ça. Jean-Pierre, vas-y, je te laisse la parole. Ouais, voilà, d'abord, je peux expliquer c'est d'où je suis parti. Je suis parti, j'étais développeur informatique, puis après, j'étais responsable de domaine. Après, j'ai travaillé dans les études, dans les opérations, mais je n'y connaissais vraiment pas grand-chose sur la partie cloud en avril, on va dire, 2020, quoi. Donc, je me suis fait des par Gecko à raison au début, une demi-journée par semaine, puis très rapidement, une journée par tous les 15 jours et une journée par mois. Et donc, on a mis en place pas mal d'actions et j'avoue qu'on est pas mal aidé par les outils parce qu'on a quand même beaucoup de mesures et beaucoup de métriques qui sont importants. Et en plus, on a une information qu'on a oublié de donner, c'est que les données sont taguées. Donc, ça permet, y compris, de reporter aux différentes maîtrises d'ouvrage les gains qui peuvent être faits sur chacune des choses. Donc, ça motive tout le monde à vouloir faire des gains. Et c'est pas que un échange développeur, c'est pas qu'un échange développeur FinOps, quoi. Et pour faire ces choses, après, je vais dévoiler tout ce qu'on a fait au fur et à mesure, mais le fait que
ce lien avec la maîtrise d'ouvrage et ce tagging, ça permet d'être beaucoup. Je m'occupe aussi de la partie financière on-premise. C'est beaucoup plus difficile de gérer les budgets sur on-premise que sur le cloud parce qu'on a beaucoup d'éléments, on a beaucoup de métriques qu'on sait diffuser. Les premières actions qu'on a faites, c'est des actions qui sont vraiment très très simples. C'est ce qui expliquait Armand, et ça c'est à la portée, c'était à la portée, même à ma portée en commençant, en ne connaissant rien. C'était en gros, on éteint les instances quand on s'en sert pas, quoi. On éteint la lumière quand on n'est pas là, quoi. Et ça a apporté un gain, mais vraiment, vraiment hyper important, quoi. Ensuite, on a fait le sizing. Le sizing, donc en dehors du sizing, on a commencé par avoir utiliser des instances plus récentes. Et là, on s'est rendu compte que les équipes DevOps se rendaient compte qu'elles avaient des performances bien meilleures avec des coûts moindres. Et ça, quand vous présentez ça, et vous présentez ça aussi à des maîtrises d'ouvrage, c'est vraiment hyper bien apprécié, quoi. On ne prend plus le FinOps comme le garde-chourme, comme il peut être quand on gère les budgets ou les affaires financières. Donc, cette deuxième chose qui a été hyper importante, c'est de passer des instances donc il y a de M2 de M4 en M5, et après, en discutant avec l'utilisation, on a pu voir que la M5 n'était pas la bonne instance, que c'était la R5 qu'il fallait passer. Tous ces conseils sont bien appréciés, et quand a priori où les DevOps petit à petit se mettent à jouer le jeu, et donc on se retrouve avec de la crédibilité qu'on pensait pas, que je ne pensais pas avoir, et très facile, et vraiment pas d'opposition. Et quand en plus vous remontez ça, puisque comme les données, j'insiste sur le fait du tagging, parce que le tagging, c'est un peu parlé, mais qui est hyper important. Ça permet de faire des rapports de maîtrise d'ouvrage, des rapports à tout le monde, qui sont vraiment qui sont concrets pour tout le monde, quoi. C'est plus un coût qui dépend de l'informatique, c'est un coût qui dépend de tout le monde et que tout le monde peut partager dans l'entreprise, quoi. Donc, à partir du moment où on a fait ces choses, après, on a fait les saving plans. Donc, les saving plans, ça a été, je trouve, relativement facile, puisqu'on arrivait, on a quand même un outillage qui est assez puissant, qui nous permet de voir un petit peu ce qu'on consomme par heure, etc. Donc, où on en était, on avait fait ces deux opérations, on a mis en place les saving plans. C'est vraiment quelque chose de très facile. Et on a mis ça, on a fait 2 séries d'achats de saving plans, et aujourd'hui, on est à un niveau qui est, que j'estime correct. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Notamment, on monitore d'autres, parce qu'on parle beaucoup, des instances C2, et par contre, il y a toutes les instances. Armand a parlé de CloudWatch, où on a eu un gros problème à un moment, et on a détecté une augmentation phénoménale de CloudWatch, parce que les outils externes, pour reproduire l'on-premise, on interrogeait CloudWatch X fois par seconde, donc des coûts, donc il y a quand même une surveillance. Et là, on se retrouve que sur d'autres types d'instances, toutes les instances, toute l'architecture, on va dire les anciens firewalls, etc., etc. Donc là, il y a quand même une complexité un peu plus difficile. Donc, ce qu'on espère mettre en place, c'est de l'aide extérieure une fois par trimestre cette fois-ci, ou une fois périodiquement, pour aller au plus profond dans les choses et se servir d'expériences externes pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'on pourrait faire. Aujourd'hui, toute la partie de couche, je veux dire, serveur, CloudWatch, etc., tout ça, c'est rentré dans les mœurs, ça marche bien, quoi. Et la deuxième chose qui reste à faire, et celle-là, c'est pas la plus simple, malgré ce qu'on peut imaginer, c'est d'arriver à ce que l'action FinOps tous les DevOps soient devenus des FinOps, je dirais, je sais pas, je dirais des Dev FinOps, par exemple, hein, et ça, c'est une question qui est un petit peu difficile. Des équipes où ça prend très bien, et des équipes où ça prend beaucoup moins bien. Et assez paradoxalement, je me rends compte que les équipes sur lesquelles ça le prend très bien, c'est les équipes qui ont commencé un move to cloud à peu près en même temps que moi, ou un petit peu avant moi, quoi. Par contre, les équipes qui font du cloud depuis 2 ans ou 3 ans, elles sont rentrées dans une cinématique où elles sont autonomes, elles font ce qu'elles veulent, et en gros, elles ont l'impression qu'on leur demande des comptes, et elles sont pas du tout sensibilisées à ce genre de choses, quoi. Donc, j'aurais tendance à dire, si j'avais un conseil à donner, c'était de dire que le FinOps, il faut le commencer au plus tôt. Nous, on l'a commencé trop tard, hein. On l'a commencé, parce que là, vous avez vu les courbes février-mars, mais janvier, c'était encore plus faible. La courbe était en augmentation phénoménale. On l'a commencé un petit peu tard, et un petit peu par la force des choses. Mais vraiment, franchement, c'est un travail qui est amusant, qui est intéressant, et qui est beaucoup plus facile compte tenu des outils que sur l'on-premise, puisque je m'occupe en l'occurrence des deux, quoi. Voilà, écoutez, j'espère avoir expliqué un petit peu le cas particulier de Swiss Life et tout ce qu'on peut en tirer, tout ce qu'on peut en faire. Et Armand a bien montré les gains qui ont pu être faits tout au cours de cette année de travail.
Et surtout, j'insiste sur le fait on arrive à FinOps, ça va être sur la majeure partie des coûts, une autonomie assez importante. Aujourd'hui, je fais appel à Keiko une fois par mois, et simplement parce qu'il y a des nouveaux services que je ne comprends pas ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est vraiment très, très limité maintenant, quoi. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et justement, ce que tu disais là, Jean-Pierre, le fait qu'il faut infuser cette culture FinOps le plus tôt possible dans le Move to Cloud pour finalement que les équipes DevOps opérationnelles grandissent avec les outils FinOps, c'est très important. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut généraliser. Tout à fait. Et donc voilà, si vous avez des questions désormais sur tout ce dont on vient de se parler, pas de souci, nous on reste dans la conférence quelques minutes. Et vous avez aussi un QR code que vous pouvez flasher pour nous faire un petit retour d'expérience sur cette conférence. Ça sera avec grand plaisir que je lirai vos commentaires.